Voilà, donc Tigrane, merci d'avoir accepté le principe de cette rencontre. Je vous propose, donc il y aura toujours, comme je vous l'ai dit, à la fin, la possibilité de poser des questions. Je préfère le faire à la fin pour éviter que si on démarre des questions tout de suite, on aille sur des voies et qu'on n'aborde pas tous les sujets que l'on voudrait aborder. Et donc je vais lui demander dans un premier temps de se présenter. Le prénom d'abord. C'est ton vrai nom, c'est un surnom, c'est... Merci Rémi, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'Observatoire du Réel, à Rémi Pécaud pour cette invitation au Forum 104, un lieu que j'aime beaucoup. Merci toujours à Mishka Séligère-Châtelain, qui est ici présente ce soir, avec qui j'ai cofondé Mama Édition il y a un quart de siècle. Ce qui nous a permis, sur le volet éditeur, de publier toutes sortes d'autrices et d'auteurs admirables, comme Martine Gerco, Sarah Seriovic et d'autres personnes qui sont ici ou à distance, comme Léna Favre et tant d'autres. Donc Tigrane, oui, c'est mon vrai prénom. Ma mère était d'origine arménienne. Tigrane est un prénom très ancien en Arménie. Et on croit souvent que c'est un nom de plume, mais il n'en est rien. C'est bien le prénom de l'état civil. Pour répondre à ta question, Rémi, oui, pour moi, ce qui m'amène aujourd'hui ici, en fait, ça a commencé il y a une 50aine d'années. C'est-à-dire que des expériences spontanées pendant l'enfance et la petite enfance, aussi loin que ma mémoire remonte, ont changé ma perception du vivant. Très concrètement, ça a commencé alors que je suis né à Paris il y a 55 ans et que j'y ai toujours vécu. Il y a eu une petite pause enchantée de 2 ans à 4 ans et demi sur les bords de la Loire. Et à la faveur de moments où je n'étais pas scolarisé, je n'avais pas de babysitter, j'avais un chien, en fait, un chien loup qui s'occupait beaucoup de moi et qui ne me quittait pas d'une semelle, notamment sur les bords de la Loire et du chemin de halage. Vous savez peut-être qu'il y a des tourbillons dangereux dans la Loire et mon chien était dressé pour aller systématiquement en aval du courant dès que je m'approchais de l'eau pour être capable de venir m'attraper au cas où j'étais pris par les flots. Dans ces moments où je jouais avec un bout de bâton, une pierre, etc., aux Indiens, aux cow-boys et je ne sais quoi, il y a eu plusieurs expériences qui me sont tombées dessus, des expériences spontanées donc, et notamment le sentiment, et plus que le sentiment, la perception, d'avoir un véritable switch, comme on dirait aujourd'hui, dans la façon dont on perçoit autour de soi la nature. À savoir que vous êtes là, vous jouez, vous avez 4 ans, et il y a une masse d'arbres et d'arbustes, il y a l'eau qui coule, les pierres qui ne sont que des cailloux inertes et sans vie, comme on nous l'apprenait à l'époque. Et là, alors que la lumière décline, que c'est la fin de l'après-midi et que sur la Loire, il y a des milliers, des millions de reflets scintillants, dorés, vous savez, ce type de reflets qu'on peut avoir avec le coucher du soleil sur la mer, qui parfois vous baigne d'une atmosphère assez contemplative, hypnotique, d'une atmosphère où, sans faire l'effort d'une méditation, d'une visualisation, vous vous retrouvez naturellement, spontanément dans un état assez méditatif. Donc, à la faveur de ces moments un peu baignés par la grâce, tout d'un coup,
j'ai eu le sentiment, et quand on est enfant, on ne cherche pas à verbaliser ceci, mais on le vit tout simplement. J'ai eu le sentiment que, par exemple, les arbres autour de moi, au lieu d'être une masse végétale, chaque arbre, je le ressentais tout d'un coup comme un être à chaque fois, et non seulement un être bien vivant, mais un être en fait qui savait très bien que j'étais là, un être qui m'observait, on pourrait dire. Et de fil en aiguille, cette porosité vers le règne végétal s'est étendue au règne minéral également. Donc les cailloux ne semblaient plus si inertes que ça. Et le fleuve lui-même, la Loire, ça n'était plus de l'eau qui coulait, c'était une sorte de grand serpent vivant entre les îles et ces arbres qui étaient autant de personnes, je pourrais dire, autour de moi. Donc ça a été un petit peu des prémices qui ont recalibré en quelque sens mon sentiment, non pas de connexion à la nature, mais dans ces moments-là, l'expérience de ne plus être un humain qui marche parmi la nature, mais d'être la nature. Et ça m'a fait comprendre, 20 ans plus tard, quand j'étais jeune diplômé de musicologie en Sorbonne et que je suis passé en ethnomusicologie et que je suis allé enregistrer des concerts de musique traditionnelle sur différents continents. Ça m'a fait comprendre pourquoi nombre de ces peuples autochtones, racines, indigènes, etc., quand vous leur parlez de la nature et que vous leur demandez comment ils appellent la nature, puisqu'ils la respectent tellement, ils la sacralisent, ils lui parlent, ils lui demandent permission avant de couper un arbre, avant parfois même de déplacer une pierre, et que la réponse est toujours la même, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mots pour nommer la nature. Alors, comme sorbonnard cartésien, on tombe un peu des nues, et pour des peuples qui sont les peuples par définition aujourd'hui, qui n'abîment pas la nature, on se demande comment ils peuvent se passer de ce mot-là, et en gros, que ce soit à l'est ou à l'ouest, au nord ou au sud, ils vous répondent, mais pourquoi aurait-on un mot pour ça, puisque nous sommes ça? Nous ne marchons pas parmi la nature. Nous sommes la nature et la nature est nous. Et vous, les petits frères, c'est nous. Vous avez l'illusion d'en être séparés, mais ça n'est qu'une illusion qui parfois peut l'endommager. Et ces moments donc de la petite enfance m'ont préparé à peut-être comprendre, non pas avec le cerveau gauche et l'intellect, des réponses qui ne font pas forcément sens pour un esprit rationnel cartésien, mais qui reflète cet état de connexion et de vibration qui va de soi, organique, avec une nature omniprésente dont on fait partie intégrante. Ok, donc en fait, j'allais dire le contact avec les peuples premiers, ou ces peuples-là, ça s'est fait par la musique. Oui. Et alors après, comment donc il y a eu ces premières expériences enfants, et quels ont été les échanges avec comment est arrivé, j'allais dire, le premier échange qui a été un déclencheur de l'aventure ou de la partie de cette partie de vie qui va se poursuivre ensuite autour de cette quête des chamans aux quatre coins du monde. Les premières fois que je me suis retrouvé à 20 ans, diplômé de musicologie en Sorbonne, à aller enregistrer ce qu'on me présentait comme des concerts de musique traditionnelle, que ce soit au Sri Lanka, en Thaïlande, au Maroc ou ailleurs, je me suis très vite rendu compte que de concerts, ça n'avait que le nom. Ça n'était pas des concerts, c'était des cercles de pouvoir, des cercles de femmes, des cercles de chants, des cercles de tambours, des cercles où certains experts des voyages entre les mondes avaient l'art et la manière d'intercéder auprès des puissances de l'invisible pour aller chercher des réponses, des diagnostics, entre guillemets, des informations, des énergies réparatrices pour réintroduire de l'harmonie entre un homme et une femme,
entre une tribu et une autre tribu rivale, entre un clan et des animaux qui devenaient étrangement hostiles, ce qui n'était pas le cas avant, ou des récoltes qui n'étaient plus si bonnes. Et que ces voyageurs, qui non seulement savaient aller explorer ces autres dimensions de leur psyché, ces autres couches de la réalité, étaient également extrêmement forts pour en revenir, pour intégrer l'expérience, pour être capable de la transmettre et de la rendre utile et bénéfique à leurs prochains. Donc ces concerts de musique traditionnelle, entre guillemets, c'était en fait des sortes de rituels psychomagiques, on pourrait dire, qui pouvaient avoir un rôle guérisseur au sens large. Parenthèse, quoi que je dise, ceci ne remplace évidemment en aucun cas les conseils d'un professionnel de la santé. Donc quand je parle de guérisseur, je parle dans le registre de ces peuples premiers. Et puis petit à petit, on voit une fois, deux fois, trois fois des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et quand c'est 10, 15, 20 fois, avec ou sans tambour, avec ou sans contexte religieux, avec ou sans plantes, on finit par se rendre compte qu'il y a une chose à peu près certaine, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Donc l'humilité et l'admiration aussi pour ces différentes cultures, ces chamanismes parfois très masculins, très guerriers, parfois très féminins, très doux, n'a fait que grandir, et petit à petit, j'ai entretenu des relations, notamment avec des chamans, mais pas que des chamans, avec des femmes qu'on appelle curanderas, des hommes de pouvoir, des femmes médecines, des hommes de connaissance, des femmes de vin, etc. Et j'ouvre ici une parenthèse, puisque à l'heure où on est très fasciné par le chamanisme, et notamment les chamanismes en fait du bout du monde, il faut se rappeler que le mot chaman vient des Tungus en Sibérie et qu'il s'est internationalisé à la faveur d'une mode. C'est devenu un thème très fourre-tout, un mot très fourre-tout. Mais d'une part, on ne va pas naviguer en haute mer à la légère, ni faire des marches en haute montagne seul, si on n'a pas le Sherpa ou si on n'a pas la personne qui est capable de vous ramener à bon port. Quand on n'a pas ça dans sa lignée, son héritage matrilinéaire, patrilinéaire, depuis des dizaines, des centaines de générations, quand cette science de la conscience ne fait pas partie de votre héritage, n'est pas inscrit dans votre corps et dans votre âme, il ne faut pas y aller naïvement, même si actuellement la mode est très très forte, elle est parfois réductrice, simplificatrice. Les mises en garde s'imposent, c'est la minute du rabat-joie vieille école, qui a évidemment la responsabilité, vu tout ce qui peut se passer, de se rappeler que ces histoires-là sont toujours doubles. S'il y a un recto, il y a un verso, s'il y a un alpha, il y a un oméga, et dans ces histoires de pouvoir, il convient d'être extrêmement prudent. D'autre part, il faut se rappeler aussi que, au lieu d'être fasciné systématiquement par les chamanismes des différents continents et des destinations lointaines, nous avons depuis toujours dans nos campagnes européennes et même françaises des traditions, des lignées, des personnes que parfois l'on a appelées rebouteuses, barreuses de feu, guérisseurs, magnétiseurs, sourciers, parfois même des simplets du village sur lesquels personne ne se retournerait, sans aucun apparat, sans aucune gloire, sans aucune aura apparente, qui font depuis la nuit des temps dans nos campagnes françaises, européennes, parfois à leur manière, la même chose. Et parfois, sous couvert d'être une simple sage-femme de campagne, comme par hasard, quand on est experte de la porte d'entrée de la vie sur Terre, on peut aussi naturellement se retrouver experte de la porte de sortie.
Et telle sage-femme de campagne peut également se révéler être une passeuse d'âme hors pair, bien que ça ne fasse pas partie de sa carte de visite. Et ce serait peut-être dommage par rapport à nos héritages, par rapport à nos cultures, de passer à côté de toute cette richesse qui est là à portée de main et qui peut être extrêmement signifiante pour nous, qui peut être également très facilement utilisable pour nous. Je m'explique. À l'heure où tout le monde est fasciné par tel arbre ou telle plante du bout du monde, tel rituel, etc. Depuis que vous êtes petites et petits, vous avez vu les hiboux, les chouettes, les biches, les cerfs, les sangliers, vous avez vu les buses, les milans. Tout ça fait partie de votre imaginaire, de votre vision, de vos souvenirs plus ou moins inconscients. Vous avez été baigné parmi les chênes, les hêtres, les frênes. Et il y a donc là toutes sortes de ressources puissantes qui ne sont peut-être pas aussi à la mode, mais qui font partie de nos langages, de nos héritages, et qui du coup peuvent être pour nous parfois beaucoup plus facilement utilisables que des choses qui ne font pas du tout partie de notre arsenal. Alors, du coup, tu as fait la transition beaucoup plus rapidement. En fait, parmi ces expériences, tu as dit à un moment, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux ou trois exemples, si possible en allant chercher des peuples qui soient différents? Alors, un exemple que j'ai vécu d'ailleurs avec une personne qui est dans la salle ce soir et qui m'en est témoin, auprès de chamans de Colombie. C'était lors d'une cérémonie où il y avait peut-être une trentaine de personnes. Il y a une personne qui est, comme on dirait chez nous, partie en vrille. Ça s'est très mal passé pour cette personne, c'était très compliqué et ça devenait très compliqué pour les autres personnes autour également, au cœur de cette cérémonie qui se voulait être un rituel d'harmonisation, de guérison, de pacification. Pour certains, nettoyer certaines choses, remettre les compteurs à zéro, pour d'autres partir d'une page vierge, pour d'autres avancer sur leur chemin d'humain, leur chemin spirituel. Mais là, au milieu de tout ça, tout d'un coup, vous avez une personne qui, entre guillemets, pète les plombs. Et là, nous avons vu, je dis nous, les gens qui étaient là, mais moi et Mishka qui était avec moi, nous avons vu ce petit chaman colombien qui est d'ailleurs représentant de la nation des Indiens Kogi dans le monde, donc des formes de chamanisme qui parfois n'utilisent aucune plante, aucun tambour, mais beaucoup le rêve lucide. Nous avons vu ce chaman ne pas se lever de son coussin alors qu'on s'attendait à ce qu'il bondisse pour s'occuper de cette personne qui allait mettre en péril toute la cérémonie. La concentration, l'assise de 30 personnes, la cohérence de ce navire collectif en plein décollage. Et ce chaman jaguar a pris une poignée de feuilles et a commencé à l'agiter devant lui. Et à ce moment-là, de l'autre main, on a vu, j'allais dire sa patte, commencer très doucement à monter alors que la personne qui n'allait pas bien et qui mettait toute la cérémonie en péril était aussi loin de lui que madame avec son pull vert, c'est-à-dire à quelques mètres, comme par hasard. Et là, ce chaman colombien, alors qu'il y avait un petit feu à côté de lui et une grande bougie, l'ombre projetée de sa main paraissait vers cette personne-là, non pas avoir la taille d'une main, mais avoir la taille d'une ombrelle entière. Et on l'a vu répéter un mouvement qui pour moi n'était pas un mouvement humain, qui était vraiment un mouvement animal au ralenti. Et on a vu cette ombre à
une quinzaine de mètres, coiffer la personne qui partait en live et qui devenait dangereuse pour les autres. Et on l'a vu immobiliser cette personne, l'ancrer, la désarmer, la mettre gentiment mais fermement à terre, la pacifier, jusqu'à quasiment l'endormir. Et ça n'a pris que quelques dizaines de secondes. Ce chaman ne s'est pas levé de son siège. Voici un exemple parmi d'autres, bien sûr. Il y en a beaucoup. On pourrait parler d'exemples d'énormes soulagements physiques notables, quand vous voyez des gens qui arrivent avec un problème et qui repartent sans ce problème. On pourrait parler également de tout ce qui se partage le lendemain après une cérémonie, quand les gens parlent de ce qui s'est passé plus intérieurement, dans leur psyché, leur émotionnel, etc. Et qui défie ce que l'on peut comprendre, tant ce sont parfois des personnes qui ont buté sur ces problèmes-là pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui avec la meilleure volonté du monde ont fait parfois des thérapies très 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 longues, ont réglé grâce à ces thérapies toutes sortes de choses, mais pas tout. Et que là, en 2-3 nuits seulement, quelque chose de différent et de beaucoup plus fulgurant est intervenu. Donc un peu moins spectaculaire, mais au moins aussi efficace. Qu'est-ce que tu penses? Il y a beaucoup, et on a reçu ici un conférencier notamment qui parlait des expériences avec les plantes. C'est une mode aussi d'aller en Colombie, au Pérou, à droite et à gauche. Tu as bien mis en garde au sujet des dangers, etc. Ton appréciation, ta vision, vue d'ici, de cette tendance. On a vu avec Martine que parfois ça pouvait être d'une grande aide. Quels sont un peu les jalons, les mises en garde, les limites, les inconvénients et les bénéfices, quoi, si je... Alors, en toute humilité, pour moi, il n'y a pas de réponse absolue. Il y a autant de chemins qu'il y a d'humains. Il y a des gens pour qui ça peut être extrêmement bénéfique. Il y a des gens pour qui ça peut être extrêmement dangereux. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de réponse simple, je veux dire que les gens vous demandent souvent, bon, alors voilà, telle plante, c'est bon ou c'est pas bon? Ou la transe au tambour, c'est bénéfique ou c'est dangereux? Mais c'est pas si simple du tout, et la question c'est toujours, d'accord, telle plante que vous comptez prendre. D'abord, quelle plante, préparée comment? Ensuite, sous la supervision de qui? Ensuite, entouré de quelle assemblée? Ensuite, dans quel lieu précisément? Et enfin, à quel moment de votre vie? Où en êtes-vous à ce moment-là? Bougez un de ces curseurs et vous passez du paradis à l'enfer ou de l'enfer au paradis. Ok, donc ça répond à la question, mais ça ça répond pas à la question de savoir si des personnes étaient intéressées par telle expérience, vers qui se tourner dans la civilisation dans laquelle on est. Ou est-ce que ton point de vue, ça serait plutôt de dire, faisons avec ce que nous avons ici? Alors, de deux choses l'une, moi j'aime beaucoup goûter une spécialité régionale dans la région en question. J'aime beaucoup goûter un cru, un vin dans le vignoble en question. Et c'est valable de plein d'autres choses, de la musique, des danses, etc. Et même si on déplace des tableaux, etc., il y a des architectures sacrées qui restent dans leur terroir et dans leur lieu d'origine et qui correspondent peut-être à des forces telluriques, entre autres, qui participent de leur pouvoir. Donc, respecter l'endroit d'origine d'où ça vient, c'est parfois quelque chose d'important dans le sens où, comme Maria Sabina l'a dit il y a des dizaines d'années de cela,
dans les communautés du Mexique, et notamment les communautés Oaxaca, que ce soit par rapport à la sauge, qui n'est pas une plante interdite, ou par rapport, je ne parle pas forcément de la Salvia divinorum, ou par rapport aux champignons, qui eux le sont ici. Elle disait, dans certains témoignages oraux, en fait, ça n'aurait pas dû voyager. Ça n'aurait pas dû quitter son berceau. Ça a perdu de son esprit, ça a perdu de son pouvoir. Pour l'anecdote, le jour où j'ai entendu cette phrase, 3 heures après, un des plus grands vignerons de Champagne m'a dit « Le champagne, il ne faut le boire que en Champagne, ou alors vous buvez quelque chose, mais ça n'est plus vraiment du champagne, car il n'y a plus la magie qui résonne entre ce vin pétillant, le sélénium du terroir dont il est issu, ce sélénium qui est également dans les noix du Brésil ou dans les coquilles d'huîtres et qui est un des plus grands euphorisants antidépresseurs naturels connus. Ceci pour l'anecdote et la synchronicité, mais il y a là évidemment dans le respect de cette unité quelque chose qui parfois peut faire sens quand on n'est pas pressé. De toute manière, dans cet engouement pour les chamanismes du bout du monde, il y a parfois aussi quelque chose de paradoxal quand on répond à cet appel qui est très souvent teinté d'une forme d'écologie spirituelle aussi, de la terre-mère, de ce qui se passe par rapport aux peuples autochtones, etc. Mais néanmoins, pour répondre à ce tourisme chamanique, entre guillemets, on enchaîne les vols long courriers. Et on arrive bien souvent, pour ceux qui sont peut-être un peu moins conscients de ce qu'ils amènent dans leur valise, avec des substances comme le sucre blanc, comme toutes sortes d'habitudes, etc. Avec, bref, des facteurs qui peuvent perturber un peu certains équilibres, pour ne pas dire dévoiler trop hâtivement des lieux pour lesquels on pourrait dire aussi, pour vivre heureux, vivons cachés, des lieux qui ont été préservés, et ça n'est pas pour rien qu'ils n'ont pas été mis sur la carte et dans les guides touristiques. Par ailleurs, pour répondre à ta question, oui, ici aussi, nous avons des plantes et certaines personnes. Un simple maraîcher, par exemple, est un puits de science pour les vertus très concrètes de certaines plantes, mais aussi sur ses vertus énergétiques et plus subtiles. Et tout ça est à portée de main. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, il serait dommage de passer à côté de nos propres héritages, bien sûr, d'autant plus que ces voyages géographiques, mais aussi intérieurs, peuvent se révéler extrêmement déstabilisants pour certaines personnes, pour qui c'est pas le moment, pour qui ce sera peut-être jamais le moment. Ce sont des accélérateurs qui peuvent être fulgurants, ce qui est extraordinaire parfois pour des gens qui n'arrivent pas à dépasser quelque chose, qui ont un cerveau rationnel extrêmement dur et qui ont besoin d'utiliser un casse-noix pour voir autre chose. Mais pour d'autres, un casse-noix, quand on n'a pas la tête si dure, c'est dangereux, en fait. Donc je ne crois pas qu'il y ait de réponse sur le positif ou le négatif en soi, mais également, en tout cas, un devoir de mémoire, de respect et peut-être de reconnexion avec des choses qui, chez nous, ont maintenu vivant un feu sacré. Ce que je veux dire, c'est que si à l'époque de l'Inquisition notamment, et des chasses aux sorcières, des femmes qui avaient les connaissances des plantes, et pas que des plantes abortives et médicales, des cycles, et pas que des cycles lunaires, des centaines, pour ne pas dire des milliers de ces femmes sont parfois disparues, tout en maintenant vivant et en payant de leur vie même pour maintenir certains héritages qui se sont déplacés. Quand on nous parle de druidisme aujourd'hui, tout le monde a les yeux braqués sur la forêt de Brocéliande. Et ça nous arrange beaucoup que les gens identifient un endroit comme ça qui de toute façon est déjà dans les guides, mais peut-être que certaines de ces lignées sont dans d'autres forêts ailleurs, qu'elles existent. Et encore une fois, pour vivre heureux, vivons cachés. Ok. Bon, j'entends le parallèle entre les chamans et les maraîchers, mais moi, je ne les mettrai pas au même niveau quand même. Il y a des maraîchers qui cachent bien leur jeu. Oui. On en a connu avec Mishka, on en a même publié un qui s'appelle Jean-Louis David, qui faisait avec de l'ortie une boisson qui s'appelait l'ortillette, avec les feuilles de frêne, une boisson qui s'appelait la freinette. Mais quand on est allé le rencontrer chez lui dans le pays du Muscadet,
et qu'il a commencé à nous parler de ce qu'il faisait réellement, entre autres avec l'ortie et le frêne, moi, je suis tombé sur mes fesses. Est-ce qu'il y a une différence entre les chamans de l'hémisphère nord et les chamans de l'hémisphère sud? Je suis pas, bien que après avoir été diplômé de musicologie, j'étais ethnomusicologue, etc. Ça fait pas de moi un anthropologue comme Michael Horner ou un ethnologue, etc., qui serait à même, avec 70 ans de recul, de comparer certaines choses de manière définitive. Cependant, il y a évidemment toute une différence, notamment dans les outils qu'on utilise, qui peuvent être très sophistiqués ici, très simples là, qui peuvent être très sécures ici, et au contraire extrêmement décapants là. Nord, sud, comme tu dis, est, ouest aussi. Le chamanisme, source de transformation, se transforme lui-même aussi en fonction, ne serait-ce que de la météo, du climat, du terroir. Quand vous êtes au fin fond d'une jungle à plus 40 degrés, qui a toutes sortes de choses à manger, mais qui a aussi toutes sortes de toxiques et de prédateurs, votre cahier des charges en tant que chaman n'est sans doute pas le même que quand vous êtes au fond des steppes verglacées à moins 40 degrés, qu'il n'y a plus de prédateurs, qu'il n'y a plus de toxiques, mais qu'il n'y a également plus rien à manger. Donc ces formes de chamanisme, entre guillemets, sont très différentes. Cependant, ce qui m'est apparu au fil des années et des décennies, et je fais le parallèle également avec ici, avec des guérisseurs des campagnes, avec des rebouteuses, avec des sages-femmes également, c'est que quand il y a vraiment urgence à faire bouger les lignes et qu'il y a une situation qui devient très très critique parce que quelqu'un est dans une situation donc de grande douleur physique, de grand danger psychique, ou très concrètement qu'on est très isolé et qu'un bébé se présente par le siège lors d'un accouchement, etc. Finalement, derrière cette extraordinaire biodiversité des outils, des moyens, des croyances, au fond, on puise tous à la même source. Voilà, et donc cette source est celle qui est dans le titre de la conférence. Ok. Sur les guérisseurs, on va dire, les magnétiseurs qui sont en France ou en Europe, il y a quand même, on dirait, un niveau de connexion avec la nature qui n'est pas tout à fait le même. Tu as fait référence au jaguar, à l'aigle, etc. Alors nous, on n'a pas des jaguars, pas des aigles, mais on a quand même des oiseaux de proie, on a des sangliers, des cerfs, etc. On a reçu ici plusieurs personnes qui étaient qui sont des magnétiseurs géobiologues et tout. Il y a quand même pas toute cette ce folklore. Enfin, c'est pas le bon mot. Hein. Cette connexion au règne animal. Oui, voilà. Il y a quand même pas tout ça. Et pour autant, l'efficience, elle est là. Je pense à des magnétiseurs, par exemple. Mon sentiment est que ce sont des choses qui sont plus liées au corps physique, mais peut-être que je me trompe, et qu'il n'y a pas cette même connexion à la nature, précisément. Mais c'est peut-être parce qu'on en est un peu plus éloigné. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas appris à vivre, pour ne pas dire survivre, au milieu de prédateurs. C'est-à-dire que pour nous, les prédateurs, quand bien même ce serait un grand-duc, un Milan ou loin dans les montagnes, un ours ou un loup, c'est pas quelque chose avec lequel on a à composer au quotidien par rapport à ses enfants, ses parents, par rapport à sa tribu, etc. Donc évidemment, le degré d'alliance, de négociation, de gestion des dangers et finalement des bénéfices est peut-être proportionnel avec votre degré d'exposition quotidien, qui fait que pour eux, ces peuples autochtones, les animaux sauvages sont des possibles menaces vitales au jour le jour, ce qui est rarement notre cas ici. Cependant, une chose qui m'amuse, entre guillemets, pour rebondir là-dessus,
c'est qu'on a quand même, et bien que ce ne fasse pas partie effectivement de l'arsenal du magnétiseur, je suis bien d'accord, et que certains, et ça ressemble à d'autres formes de chamanisme, c'est-à-dire il y a des formes de chamanisme qui ne sont pas tant avec les animaux, mais qui sont beaucoup avec les éléments. Et pas seulement le feu, l'eau, l'air, la terre, mais aussi d'autres éléments qu'on garde plus ou moins secrets dans certaines traditions, à commencer par un 5e élément de l'espace, qu'on appelle parfois aussi l'éther, et puis d'un autre, de la force, qu'on appelle aussi parfois le chi, et puis d'autres éléments encore. Mais pour en revenir à cette question des animaux, c'est drôle aujourd'hui de voir qu'à la faveur de cette mode, parfois des gens arrivent et vous disent « Bon, moi j'ai besoin de savoir, est-ce que mon animal de pouvoir c'est le grand condor des Andes ou telle autre femme, la tigresse du Bengale ?» Et vous voyez cet homme qui vous demande ça et qui vit à 60 km du pic du Midi, et quand vous l'avez vu arriver, rentrer dans la pièce, ce que vous avez vu, c'est un ours des Pyrénées. Sa stature, son énergie, sa corpulence, c'est un ours des Pyrénées. C'est pas un grand condor des Andes. Ou cette femme qui vit dans la vallée des merveilles, au-dessus de Nice, et qui s'interroge sur la tigresse du Bengale depuis que quelqu'un lui a dit, etc. Alors que tout en elle respire la louve du Mercantour, à côté d'où elle habite. Et il y a là peut-être pour nous, sans aller jusqu'à parler d'autres animaux qui ne sont pas forcément aussi prestigieux et sauvages, à commencer par nos amis les chats. Il y a peut-être chez nous des dimensions à côté desquelles on ferait bien de ne pas passer. Ok, tu as parlé donc de ces prédateurs et m'est venu en tête la Mongolie. En Mongolie, il existe des prédateurs pour des animaux, prédateurs vraiment dangereux. Alors, il y a des loups sans doute, mais bien sûr, il y a des loups, il y a des ours. Il y a également des alliances entre les humains et certains animaux. Il y a eu des gens qui ont vécu, comme dans nos forêts d'ailleurs, qu'on a retrouvés élevés, comme tu le sais, par une louve, ou dont on s'est aperçu que certains vivaient. J'ai l'exemple en tête d'un jeune garçon dont le père était fauconnier et en Mongolie chassait à l'aigle. On le voit dans les films de Hamid Sardar, un des plus grands photographes réalisateurs sur la Mongolie, qui a gagné plusieurs FIPA d'or, etc., sur ces films, notamment sur les Tsatan, les derniers éleveurs de rennes au nord de la Mongolie. Et le bétail se faisait régulièrement attaqué par des loups. Et donc il y a une technique de chasse pour les fauconniers qui en fait utilisent 2 aigles pour s'attaquer aux loups prédateurs de son bétail, ce qui remet en cause la survie possible d'un clan qui est nomade. Et encore une fois, il n'y a pas grand-chose à manger à part du mouton bouilli. Et donc ils chassent, et il faut qu'au moment où le premier aigle attaque la croupe du loup, le loup par réflexe se retourne pour se défendre, il ne peut pas faire autrement. Et au moment où il se retourne et perd son axe, le deuxième aigle lui perce la tempe d'un coup de bec. C'est très précis, c'est chirurgical et c'est très efficace aussi. Ce fauconnier, qui par ailleurs vivait lui avec un ours, donc ça c'est pas un mythe, c'est quelque chose qu'on voit dans ses documentaires et ses films, etc. Il vivait au quotidien avec un ours, et il y a d'ailleurs eu un documentaire depuis qui s'appelle La Vallée secrète des ours là-dessus. Ce fauconnier, un jour, finit par trouver le loup en question et le fait tuer par ses aigles. Sauf que le loup n'était pas un loup, c'était une louve. Et il est là à la chasse au loup avec son fils pour lui apprendre ce qu'il devra faire un jour. Et après que la louve ne meure, ils entendent des petits glapissements. Et en fait, il y avait 2 louveteaux qui étaient laissés et qui, évidemment, apprenaient à chasser avec leur mère. Ces 2 louveteaux, il les a ramenés, il les a fait vivre avec son jeune garçon, qui aujourd'hui vit avec 2 loups. Ce ne sont pas des chiens-loups, comme si c'était pour nous des chiens-loups. Alors, la Mongolie, ça m'amène maintenant à ce... Alors, je précise que habituellement, quand on reçoit un intervenant, l'idée, c'est pas qu'il vienne là pour faire sa pub, vendre des livres ou remplir son cabinet de consultation, mais en fait,
il y a quand même quelque chose de très intéressant, c'est que tu nous parles un peu de la façon dont tu as reçu ce texte, parce que tu as écrit des livres, mais c'était pas au départ ta vocation, mais là c'est quelque chose que tu as reçu par le haut. Enfin, je dévoile les choses, mais tu en parleras avec plus de précision que moi et beaucoup mieux. Alors, mieux, je sais pas, mais en tout cas, j'ai commencé à écrire des premiers bouquins vers l'âge de 20 ans. J'avais déjà écrit un roman initiatique jeunesse qui s'appelle Jonathan et le secret des vignes, qui était publié chez Flammarion, donc une autre vigne. Et j'ai mis, quand j'ai cofondé Mama Édition avec Mishka, j'ai mis totalement en silence mon activité d'auteur pour être 100% éditeur pendant un quart de siècle. Je n'ai plus rien publié du tout, après avoir publié un essai, de la poésie, un roman jeunesse, etc. Donc pendant 25 ans, j'ai été que éditeur, si je puis dire, avec passion, avec beaucoup de bonheur. Mais à l'âge de 50 ans, alors que je relisais un journal intime, et que ce journal intime, je me demandais si j'allais en faire quelque chose. Il avait commencé quand j'avais une quinzaine d'années, j'arrive à 50 ans, ça fait 36 ans que je l'écris. Je le relis la veille de mes 50 ans. Et là, je me dis, ben non, c'est totalement impubliable. En fait, c'est beaucoup trop intime. Ça ne peut pas vraiment être communiqué à qui que ce soit. Et donc, je le mets au tiroir et je me dis, bah, ce vieux rêve de renouer avec la plume d'auteur qui marine comme ça depuis 30 ans, finalement non. Avec cette maison d'édition, je suis devenu éditeur et c'est fini, c'est terminé, donc je mets ça au tiroir et voilà. La même nuit, je suis réveillé à 4h du matin, je dormais dans un sous-bois en Toscane, sur la côte étrusque en fait, un endroit dont on peut voir par temps clair la pointe du Cap Corse notamment, l'île d'Elba, etc. Je suis réveillé entre l'aube et l'aurore et j'ai vraiment physiquement l'impression d'une main qui vient et qui me pousse hors du lit avec cette petite voix qui dit « Retourne pas au lit ». Vraiment une sorte de poussée qui fait que, ok, je me lève et je me dis, il y a peut-être un problème dehors, c'est peut-être une intuition, quelque chose, il y a un départ de feu quelque part, c'est quelque chose qui vient m'alerter, je sais pas. Et donc, je sors de ma couche, dans cette petite cabane, et je me rapproche du seul meuble, entre guillemets, de jardin à ce moment-là, qui est un hamac. Et en me rapprochant de ce hamac, tout d'un coup, il y a une sorte de surimpression qui m'interpelle, qui est qu'au lieu de voir un hamac, je vois comme une sorte de barque. Et cette barque est aussi comme un croissant de lune. Et ça me semble signifiant que cette barque n'est ni sur terre, ni dans les airs. Elle est entre deux. Et elle est d'ailleurs accrochée entre deux arbres. Et je sens qu'il se passe quelque chose qui me rappelle beaucoup une expérience de montée à la corde quand j'avais 6 ans, qui est une expérience extatique pour laquelle, pour moi, il y a eu un avant et un après. C'est ce que je raconte dans le premier tome d'un de mes bouquins. Et je sens, vous savez, quand vous ne comprenez rien à ce qui se passe, mais que vous sentez qu'il y a là quelque chose d'important, que c'est pas vraiment négociable, que je peux pas effectivement me recoucher. Donc je marche vers ce hamac, et alors que je fais 2-3 pas, là je vois qu'il faut un stylo et un papier, alors que je sais pas pourquoi, si c'est pour écrire, dessiner ou quoi que ce soit. Donc je fais 2-3 pas en arrière, je prends ça, je me mets dans le hamac. Et là, au lieu d'avoir des phrases qui viennent, alors que la réalité est complètement stable, je commence à voir une sorte de surimpression sur le paysage. Donc au lieu de voir ces deux vallées, la mer Méditerranée et au loin les îles qui vont apparaître à l'aurore, je vois des milliers de points jaunes, comme des lucioles qui ne bougent pas. Et puis ces millions de points jaunes se transforment en boutons d'or. Et derrière, des courbes, c'est une ligne de crête. Et cette ligne de crête devient lumineuse, blanche. Et là, je commence à entendre du chant diphonique, que j'ai bien connu 30 ans plus tôt en ethnomusicologie, de la guimbarde. Donc là, il n'y a aucun doute possible. C'est la Mongolie, j'entends la guimbarde, j'entends le chant diphonique.
Et je commence à entendre des noms qui viennent, comme Tsenek, Hotar, Janat, etc. Et je me dis, parce que là, ça fait 25 ans que je suis chef d'entreprise, père de famille, etc. Je ne suis pas versé spécialement du tout dans l'écriture, ou plus. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai une partie de mon cerveau qui ne s'est pas réveillée. C'est-à-dire, il y a un rêve qui continue. Et bizarrement, pour la première fois, je vois ce rêve se surimposer à la réalité, alors que la réalité est complètement stable. Sauf que les sons viennent avec le bruit des sabots, et puis un cheval au galop, et la foudre, le tonnerre. Et petit à petit, je m'aperçois que je suis en train de vivre une scène, et que le stylo et le carnet, c'est pour la partager. Parce que l'énergie de cette scène qui me tombe dessus, c'est pas « régale-toi, on va t'en mettre plein les mirettes, c'est très beau, t'as un rive éveillé ou t'as une expérience spontanée », c'est « consigne-la parce que ça n'est pas pour toi, c'est pour d'autres ». Et là, je me sens comme investi par une mission qui est pas vraiment négociable, et j'ai aucune envie d'ailleurs de la négocier, parce que ce que je ressens à ce moment-là, ça fait 30 ans que je ne l'ai pas ressenti, depuis mon premier roman jeunesse. Et c'est quelque chose qui vous tombe dessus, vous traverse, et qui semble savoir bien avant vous où ça va. C'est-à-dire que, alors que vous consignez au fur et à mesure ces phrases, vous ne faites que déployer le fil, mais la pelote de laine, elle a déjà l'air d'être là, comme si elle était entière, comme si elle savait ce qui vient après, etc. Et j'ai aucune idée que c'est le début d'un livre, donc je pense que c'est de retranscrire un rêve. Et quand j'en arrive à la fin de cette retranscription, il y a quelque chose qui me dit ça va pas assez vite. Et alors que je suis dans un cadre bucolique, que je suis très heureux d'être avec un stylo, un carnet, sur un hamac, etc., que j'ai absolument aucune envie d'être avec un objet technologique ou autre, de manière assez impérieuse, ça me pousse à aller chercher un ordinateur et à écrire plus vite. Donc je retourne dans la cabane, je prends cet ordinateur, je me remets dans le hamac, je m'y attendais pas du tout, je commence à écrire plus rapidement, effectivement. Et alors que j'écris plus rapidement, ça me dit ça va toujours pas assez vite. Et j'écris une scène, etc. Et puis il y a des bribes de scène qui arrivent, et il y a un chien qui arrive, et c'est évident que ce chien s'appelle Dragon, etc. Et ça met l'accent sur le fait d'aller plus vite et de pouvoir dicter ça un petit peu comme un conte, comme quelque chose d'oral. Ce qui m'a fait rire, c'est que 4 heures plus tard, une fois que j'étais connecté avec du réseau en bas dans la vallée, et que j'ai fait la recherche de est-ce qu'il y a des logiciels où je peux en fait parler et qui vont retranscrire par écrit ce que j'ai entendu, puisque ça me dit que je vais pas assez vite, le seul moyen c'est d'en parler en temps réel. Le premier logiciel sur lequel je suis tombé alors que j'écrivais cette scène avec ce chien qui s'appelle Dragon. Et ça a été le début de synchronicité et de coïncidence de ce type-là, qui font qu'en toute humilité, j'avais absolument pas l'impression d'y être pour quoi que ce soit. Je me sentais plutôt trait d'union, transmetteur, scribe, mais en aucun cas l'auteur de ces lignes. Donc pour répondre à ta question, oui, ça m'est tombé dessus, comme quelque chose qu'on reçoit, qu'on crée pas, j'avais aucun plan. Cependant, ça s'est doublé d'une autre voix, ce qui m'a aussi pris par surprise, et c'est le moment où ça m'a dit « Maintenant toi, mets-toi à nu là ». Et d'un naturel assez pudique, je comptais pas du tout parler de moi dans ces bouquins. J'appelle ça des contes initiatiques parce que ce qui s'est passé en 30 ans semble se passer en 1 an en Mongolie, en 2 ans en Arizona. Mais là, ce que ça me demande, et c'est très très clair tout d'un coup, c'est comme une sorte de trame chronologique depuis la petite enfance à beaucoup plus récemment quand j'ai accompagné mon père et ma mère pour le grand départ, de me coucher sur le papier exactement, sans changer les lieux, les dates, les noms, en gardant tout verbatim en quelque sorte, les événements les plus heureux, mais aussi les plus malheureux, terrifiants, éprouvants, douloureux de ma vie depuis la petite enfance à aujourd'hui. Alors, je comprends pas bien,
C'est-à-dire que tous ces éléments malheureux sont retranscrits dans la saga, dans le contexte dans lequel tu les as vraiment vécus. Donc ça se passe pas que en Arizona, en Mongolie, exactement. etc. C'est pour ça qu'il y a des allers-retours avec la France réguliers, et que tous ces souvenirs, au lieu d'être écrits droit, ils sont écrits en italique, en caractère penché, pour que la lectrice, le lecteur comprenne tout de suite que là, on quitte l'ici et maintenant et on repart dans le souvenir d'enfance. Ouais. D'accord, alors j'ai lu que le premier, et puis c'était il y a 8 mois, mais je me rappelle pas de ces allers-retours. Oui, ces allers-retours, ça peut être parmi les premiers chapitres du premier, une histoire par exemple dans un gymnase, un des premiers cours de gymnastique collective quand j'arrive de la Loire et que je suis appelé pour aller monter à une corde. Ces cordes épaisses, torsadées, en chanvre, et on doit toucher le plafond et redescendre dans le préau, etc. Et que je me rapproche de cette corde, et comme je le disais par rapport au hamac, alors que je me rapproche de cette corde, tout d'un coup, je vois plus l'objet de cette corde torsadée de chanvre. Je vois comme sa géométrie, comme une double hélice qui est aussi un double serpent, qui me fait voir le symbole du caducée médicinal, mais aussi ce double serpent qui est la double hélice de l'ADN. Bref, je vois la géométrie universelle ou sacrée, peu importe comment on l'appelle, que l'on retrouve également dans toutes sortes de symboles, de toutes sortes de cultures, y compris de civilisations disparues. Et à l'âge de 6 ans, alors que je me rapproche de cette corde pour y grimper, il y a cette sorte de surimpression de voir l'énergie derrière l'objet et non plus la surface de l'objet, son symbole, sa dynamique. Et là, je vais monter à cette corde, ce que je raconte dans un de ces chapitres, donc en italique, pour revenir sur ta remarque. Et c'est pour moi la plus profonde expérience qui me soit arrivée dans l'enfance, c'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après, alors que je m'approche du plafond pour le toucher, tout d'un coup le monde s'ouvre en deux, c'est-à-dire que j'entends une voix extrêmement ample, autoritaire, extrêmement vaste, très très impressionnante. Et paradoxalement, ça a beau être la voix la plus impressionnante que j'ai jamais entendue, c'est aussi la voix la plus douce et la plus enveloppante que je n'ai jamais entendue. Et ça, quand on a 6 ans, on n'a pas forcément à intellectualiser, verbaliser, mais on reçoit et on inscrit dans son corps que quelque chose qui peut être le plus fort, c'est peut-être aussi parce que c'est le plus doux. Ok. Une autre question, bon, j'ai pas lu la saga, et est-ce que dans ton parcours, donc tu as parlé de la Russie, la Mongolie, donc elle est venue après, de l'Amérique du Sud, est-ce que tu as des liens ou des expériences avec l'Afrique, et en particulier l'Afrique noire, parce que je crois que le Maghreb, il y a du vécu. J'ai eu différentes expériences, que ce soit au Maroc ou à la frontière algérienne, dans le désert, ou que ce soit en Casamance, à côté du Sénégal, en Gambie, etc. Et des expériences où, par exemple, en Gambie, j'avais 20 ans, mais on parlait tout à l'heure des concerts, entre guillemets, de musique traditionnelle. Et pour en parler très très brièvement, c'est là où un soir j'étais invité pour enregistrer un de ces concerts, et je me suis retrouvé dans un cercle de tambours, de chants, de femmes et d'hommes, et où il y avait les enfants qui étaient un petit peu sur le côté parce que les grands maîtres de ce cercle de tambours, c'était plutôt les doyens, les doyennes, etc. Et tout d'un coup, à un moment où le rythme a pris, et un moment où, vous savez, au lieu d'avoir le sentiment d'entendre ici des chants, ici des tambours, tout d'un coup quelque chose se galvanise et ça devient un tout qui pulse comme un seul cœur qui bat. On ne sait plus combien il y a de personnes, combien il y a d'instruments, qui fait quoi. C'est un seul battement collectif qui élève toute l'assemblée d'un cran. On change de plan vibratoire. À cet instant-là, la fille qui était la plus jeune de ce cercle, qui devait avoir 7 ans à peine, a été comme propulsée au centre du cercle et s'est mise à danser. Et je n'ai jamais vu ça de ma vie, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'était cette fille qui était la plus jeune de toute l'assemblée, qui avait le plus d'énergie et de puissance de toutes les personnes qui étaient là, y compris joueurs de tambour, etc. Et après, on m'a dit, c'était pas elle, c'était sa grand-mère qui était la grande guérisseuse de la tribu. D'accord. Ok, donc je te posais la question parce que j'ai un vécu et j'ai passé un petit peu de temps avec
quelqu'un qui était donc un Africain qui a reçu de son oncle les pouvoirs et qui me disait mais vous dites les sirènes c'est des légendes, mais c'est pas des légendes hein. Et il me disait mais ici toutes les lois de la nature ne sont plus respectées, donc elles ne peuvent pas se manifester. Et une fois au Cameroun, j'ai posé la question effectivement à plusieurs personnes, et je dis pas que ça fait partie. Alors je parle pas des villes, on était dans des villages assez perdus, mais c'est une réalité qui est. Donc je sais pas si des histoires de sirènes, tu as été confronté ou tu as eu ça. Quand j'avais 20 ans, certaines choses que j'ai entendues, notamment de personnes des cultures Dogon du Mali, qu'on m'a dit sur les dauphins et sur les étoiles et sur des origines stellaires, ça m'a franchement fait rigoler. Maintenant, je le prends très au sérieux. Ok. Je ne sais pas si, par rapport à nos soigneurs, donc tu as dit il y a un élément, si on en revient à la France, un élément qui est commun, qui est celui du cœur et celui de l'intention et de la pureté de l'intention. J'ai envie de dire, est-ce que tu as une ou deux anecdotes, expériences vécues avec des personnes comme ça, ici en France ou en Europe, mais en France en particulier? C'est-à-dire, est-ce que tu as rencontré des personnes qui avaient les mêmes types, j'allais dire, de pouvoirs ou de facultés que tu as pu en rencontrer en Colombie, en Russie Alors, pour pas faire un fourre-tout, et comme tu le disais tout à l'heure, cela dit, il y a une petite différence entre le tout venant du maraîcher et le chaveman. Ce qui m'a frappé, même si oui, j'ai vu des personnes ici faire des choses que je ne m'explique pas, qui fonctionnent. Et d'ailleurs, ce sont des personnes qui sont, depuis maintenant des dizaines d'années, appelées par des hôpitaux avec un petit carnet qui n'est pas informatisé, qu'on garde sous le comptoir. Dans le cas de brûlures au 3e degré, on le sait tous, les barreurs de feu, ça fait longtemps que ça existe. Aujourd'hui, certains oncologues les appellent également pour de la radiothérapie, que ce soit dans les hôpitaux de Bruxelles ou de Paris, etc. Donc ça n'est plus qu'une brûlure au barbecue, c'est aussi des choses très sérieuses. Donc tout ça est documenté, et petit à petit, de même que l'hypnose est rentrée dans le cadre hospitalier, petit à petit d'autres choses rentrent de manière plus discrète parfois, à la faveur des experts, des médecins, des spécialistes qui décident ou pas de compléter leur médecine avec ça. Maintenant, j'ai vu des choses que je peux pas expliquer, et où parfois, quand l'esprit s'arrête à essayer de décrypter, à de comprendre ce qui se passe, parce que quand vous êtes en présence de la personne, vous vous dites, bon bah d'accord, il n'y a pas eu de contact physique, mais peut-être que son magnétisme est tellement fort que ça a réussi à faire bouger les lignes, me soulager d'une hernie discale et d'une sciatique dont je n'arrivais pas à me distancier depuis 18 mois, et de telles verrues, etc. Donc son magnétisme est si fort. Après, quand vous êtes à 600 km et que ça change rien, et que la personne fait la même chose et barre le feu de la même manière ou vous soulage de la même manière sans le moindre contact physique, vous êtes encore obligé de revisiter votre grille de lecture. Mais ce qui m'a frappé chez les personnes qui m'ont le plus impressionné, quand bien même ce seraient des personnes d'apparence très très simple, c'est le peu de blabla. Et à quel point ils sont comme dans une sorte de silence très respectueux de ce qui est à l'œuvre, sans le nommer, avec une sorte d'énergie où, vous savez, c'est comme quand vous avez quelqu'un qui n'arrête pas de parler de l'infini, on a l'impression que l'infini rétrécit à force de le nommer. Et là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a de ces guérisseurs qui sont très immobiles, très silencieux, très discrets, mais dans certains moments particulièrement coriaces, tout d'un coup, on a l'impression que, entre guillemets, l'arme suprême, c'est le cœur. Et moi, ce que j'ai entendu dans ces moments-là, où il semblait avoir recours à une énergie qui m'a fait penser médecine de lumière, c'est que peut-être l'amour est l'arme ultime, parce qu'il n'en est pas une.
Je trouve que c'est une belle conclusion. Ok, ben, merci beaucoup. Est-ce que Tigran y fait des consultations ? En fait, est-ce que tu es chaman toi-même ? Alors, si je l'étais, je ne le dirais pas. Ok. Merci. C'est une question très simple. Êtes-vous végétarien ? Il m'est arrivé une drôle d'expérience pour répondre très concrètement à votre question. Vers 20 ans et quelques, à une époque où j'envisageais quasiment pas un déjeuner sans manger un steak tartare. J'étais pas du tout un mangeur d'entrecôte, etc., mais j'avais besoin de poisson cru, de viande crue, etc. Et un jour, je vais encore une fois avec ma chère Mishka dans une brasserie du 11e arrondissement. On travaillait souvent très très tard et j'avais vraiment besoin de quelque chose qui remonte les fusibles, entre guillemets. Et j'avais trouvé que la viande crue avec beaucoup d'oignons et beaucoup de moutarde, même quand on a dormi que 3 heures et qu'on a le cerveau un peu flou, ça réélectrise les choses assez pour être capable de se remettre au travail. Et j'ai vu arriver ce steak tartare et j'ai entendu plus jamais ça. Ça a été la dernière fois de ma vie que j'ai mangé du bœuf, en fait, et de la viande crue. Et pas si longtemps après, quelques semaines après, on s'est retrouvé invité par un chaman colombien du nom de Cajuyelit Samani, celui qui représente notamment les Indiens Kogi dans le monde, qui nous a envoyé une petite lettre pour nous préparer à la rencontre. Et dans sa lettre, il nous disait « Arrêtez tout de suite de manger de la viande rouge ». Donc de fil en aiguille, ça s'est étalé à d'autres choses. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait aucune idéologie de ma part, on ne m'avait rien dit en particulier. Je venais d'une famille assez souple, où ma mère, par exemple, était à peu près végétarienne, maigre comme un fil, etc. Mais où, une fois par mois, tout d'un coup, elle disait « Là, il me faut 12 huîtres ». Alors que tout le monde la prenait pour une végétarienne, parfois même une végane. Tout d'un coup, il y avait de dire oui à l'appel du corps. Et pour finir de répondre à votre question, ça n'a donc pas été un choix pour moi. Je me suis retrouvé par période entière végétarien ou même végane. Et puis tout d'un coup, un appel vers autre chose. Un jour, j'étais dans une forêt en Autriche et ça m'a dit « mange du cerf cru ». 10 minutes après, il y avait une auberge de chasseurs et il y avait un carpaccio de cerf cru à l'huile de chanvre. Je me suis exécuté et j'ai senti une sorte de high, comme on dirait, que je n'attribuais pour ma part qu'aux huîtres, mais en aucun cas à de la viande rouge. Donc c'est resté des choses qui sont devenues exceptionnelles, mais d'autant meilleures qu'elles étaient exceptionnelles. Et enfin, au moment où j'ai arrêté un certain mode de vie, qui comptait notamment ces fameux steaks tartare quasi quotidiens, je me suis aperçu également, suite à une cérémonie, qu'alors que j'étais fumeur de cigarettes, ça date d'il y a plus de 25 ans, j'ai pas seulement arrêté la viande rouge, mais le même jour, j'ai aussi arrêté la cigarette, j'ai aussi arrêté les alcools forts, et le même jour, je me suis mis à nager tous les jours. Donc c'était pas un choix ponctuel, c'était un ensemble de diaphragmes qui se sont recalibrés et qui ensemble composent une autre géométrie que mon cerveau gauche a du mal à embrasser. Ok, donc ça fait 3 fois, Tigran, que tu nous parles de Mishka. Alors, qui est Mishka ? Mishka Séligère Châtelain, avec qui j'ai cofondé Mama Édition, est née en 1944, donc nous avons 26 ans de différence. C'est une femme que j'ai rencontrée quand j'avais 7 ans. Donc c'est évidemment ma plus ancienne amie, puisque ça fait du coup 48 ans. On s'est perdus de vue, on s'est retrouvés, on a été amis, on a voyagé ensemble. Mishka est une femme qui a entre autres construit son propre voilier avant d'émigrer au Canada, où elle a construit sa propre cabane dans les forêts de Colombie-Britannique à 8 heures de Vancouver avant d'y donner notamment naissance, à main nue, clin d'œil au titre d'un de ses livres,
à main nue, qui a suivi Le Grand Départ et La Vie sur l'eau et d'autres de ses ouvrages cultes des années 70 jusqu'à ses derniers ouvrages comme De la main gauche, publié dans les années 2010 et autres. Donc c'est évidemment l'amie du cœur, mais c'est également la cofondatrice de Mama Édition, dont elle est aussi autrice, comme vous l'avez compris. Ok. Alors il y a quelqu'un en ligne, Michel, qui nous demande s'il y a des chants ou des musiques qui soignent, que tu pourrais recommander. À l'époque où j'étais à la Sorbonne, on commençait beaucoup à parler de musicothérapie, et on parlait beaucoup de certaines œuvres. Pour la petite histoire, alors que j'avais une échéance importante qui me donnait un track assez consistant par rapport à diriger des chœurs, j'étais directeur de la formation musicale et vocale pour le Centre d'action liturgique et musicale de Paris, donc je travaillais aussi bien pour le Sacré-Cœur que pour Notre-Dame, aussi bien avec des enfants qu'avec des adultes, et il y avait une échéance comme ça, et on faisait des concerts de musique sacrée, Bach, Vivaldi, Mozart, etc. J'avais une échéance de répétition et de direction chorale qui m'a donné un tel trac que ça m'a cloué au lit. C'était les fameuses sciatiques, hernies discales, et on finit par plus bouger, etc. Donc j'ai tout essayé pour me débarrasser de ça, et je n'y arrivais pas. Et un jour, dans ma chambre de bonne, je mets le Dixit Dominus de Handel et je me dis je peux plus bouger, je sais même pas si dans une semaine je vais pouvoir être à cette fameuse répétition pour la diriger et valider ou pas mon recrutement. Et je me dis je vais la diriger dans ma tête et en restant allongé sur mon lit. Et ce Dixit Dominus de Handel, pour répondre à la question de Michel, je crois, fait partie des vêpres des Carmélites. C'est une des musiques les plus énergisantes et soignante que je connais. On pourrait dire que la messe en si mineur est encore plus spirituelle, de Jean-Sébastien Bach, on pourrait dire que la messe en 8 mineur de Mozart, etc., etc. Il y a toutes sortes de musiques et de vibrations, de fréquences différentes. En tout cas, j'ai dirigé, entre guillemets, depuis le fond de mon lit, ce Dixit Dominus de Handel qui dure une demi-heure. Et au moment où ça s'est clos, je me suis aperçu que je n'avais plus du tout mal au dos. Donc ça, c'est une expérience de musicothérapie spontanée. Aujourd'hui, on parle beaucoup, comme tu sais, de sonothérapie, pas seulement par rapport à des œuvres de grands compositeurs, mais par rapport au pouvoir du gong, du bol, etc. Et il y a enfin, dans toutes les cultures du monde, des chants, et parfois des chants extrêmement précis par rapport au fait de soigner ceci ou cela, comme notamment les Icaros dans les tribus Ashaninka ou Shipibo-Konibo, des Amérindiens du bassin de Haute-Amazonie. D'accord, alors est-ce que tu peux redonner ce morceau de Handel, c'est que tout alors, le monde... dans les Vêpres des Carmélites, qui est un ensemble d'à peu près 2 heures, il y a une partie d'une demi-heure qui est souvent enregistrée seule, ou jouée seule en concert, qui s'appelle le Dixit Dominus. D'accord. C'est un exemple d'une des musiques les plus énergisantes et décapantes qui soit, à l'antipode du type de dynamique que l'on recherche. La messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, par exemple, son avant-dernier morceau, c'est l'Agnus Dei, pour contralto. Et dans une dynamique tout à fait distincte, je crois que cet Agnus Dei a également certains pouvoirs. Alors il y a Marie qui nous demande, dans le chamanisme, il est question de mondes qui sont parallèles, non soumis au temps. Cela implique donc que notre âme pourrait s'incarner et vivre dans plusieurs dimensions en même temps. C'est pas une affirmation, c'est une question. N'est-ce pas ce qu'on fait tous ici ? Bon, la réponse est courte, Marie. En tout cas, pour répondre peut-être de manière un peu plus illustrée à Marie, il y a dans le chamanisme des expériences d'état amplifié de conscience, par exemple, mais également de sortie de corps ou de rêve lucide ou de transe contrôlée, etc., dans lesquels on a une sorte d'avant-goût d'éternité. Je m'explique, c'est qu'on a le sentiment à ce moment-là de s'extraire de son incarnation individuelle pris dans une perception passé, présent, futur avec ce déroulé tridimensionnel et qu'on est comme refondu à une source, réuni à l'un, et dans cet un-là, il n'y a ni passé ni futur. On est plongé, immergé dans un éternel présent.
Ok, il y a AM, alors je ne sais pas quel est son nom. Avez-vous fait la rencontre d'animaux guérisseurs? Si oui, laquelle est pour vous la plus marquante? Mon chat. Ok. Mon chat que j'ai vu pendant plus de 15 ans aller exactement à l'endroit du corps spontanément pour se mettre à patouner pile poil. Ici, l'aigreur à l'estomac, là, la douleur sur la cuisse, ici, l'oppression qui pour le coup n'est même pas physique, qui peut être émotionnelle, sur le sternum, là, tel endroit de l'intestin, etc. Une fois, 2 fois, 3 fois, on se dit waouh, quel hasard. Après 5 fois, 6 fois, on se dit comme disait Paul Luluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Mais au bout de 50 fois, on s'incline et on comprend que celui dont vous êtes censé être le maître est un maître. Bonsoir. Parmi les pays dans lesquels vous n'êtes pas encore allé, lesquels vous tentent ou vous regrettez de ne pas être encore allé? Shambhala. Un seul? Non, je pense que j'ai obéi aux dernières volontés de mes grands-parents maternels qui m'ont fait promettre de ne jamais aller en Arménie, où ils étaient nés, parce qu'ils ont connu un âge d'or de l'Arménie, entre guillemets, et ils ne voulaient pas que je voie ce que c'était devenu, à une époque où, bien au-delà du risque d'un tremblement de terre ou autre, c'était pas ça la question. C'est qu'en 1892, les pogroms ont commencé très très fort là-bas. En 1915 a été un pic de la déportation et des massacres, à une époque où le mot génocide n'existait pas. D'où la difficulté aussi de certains journalistes et autres de témoigner de ce qu'il était vraiment en train de se passer. Et mon grand-père me disait, c'est fantastique, tu as une chance incroyable, nous on a connu plusieurs guerres, on a dû se séparer, ta grand-mère et moi, elle est partie sur un bateau en Méditerranée, via le Liban, etc., pour revenir en France à Marseille, moi je suis parti par la Russie, le nord de l'Europe, finalement ils se sont retrouvés à la maison de l'Arménie, à la cité universitaire, et ma mère est née en 41 à Paris, donc la fin de l'histoire est heureuse, mais il me disait, toi il n'y a aucune guerre, etc., mais par pitié ne va pas là-bas. Et finalement, chemin faisant, je m'aperçois qu'on ne peut pas échapper à ses racines d'une certaine manière. Et que même si quand ma sœur y a été, j'ai décliné en étant fidèle à ses dernières volontés, il y a quelque chose de trop fort qui revient maintenant. C'est pas moi qui y pense, c'est comme un appel. Et d'ailleurs, le prochain livre que j'écris après La Messagère des Arbres s'appelle Les eaux sacrées. Et sur cette couverture bleue de la saga Chaman, on voit le grand Ararat et le petit Ararat devant le lac Sévan, et c'est là que je veux aller. Et vous avez l'air de répondre à tous les appels, donc... Merci. Selon vos observations, quels principes fondamentaux se retrouvent dans les différentes formes de soins? Question d'Anne. La clarté de l'intention est quelque chose de très important, mais encore plus important, et c'est quelque chose sur lequel je trouve on n'insiste vraiment pas dans toute cette commercialisation des soins, du chamanisme, etc. On est en train de mettre à la portée de plein de gens à travers 3 tutoriaux, 2 stages d'un week-end, 3 vidéos, 2 petits bouquins à 3 €, toutes sortes de techniques pour ouvrir les portes. Ouais. C'est fantastique d'ouvrir les portes, mais là encore, le rabat-joie est obligé de dire que lui, ce qu'il a appris de plus fondamental depuis 30 ans, c'est qu'encore beaucoup plus important que d'ouvrir les portes, il faut absolument savoir les refermer. Et l'art de savoir refermer les portes une fois que le job est fait, que chacun doit rentrer chez soi, sur la terre comme au ciel, et chacun de retour à sa place et à son poste de soin, que ce soit dans le visible ou que ce soit dans l'invisible. C'est un art de la clôture qui pour moi est un des vecteurs primordiaux des grands guérisseurs et des grandes formes de chamanisme, oui.
Ok, donc Sabine qui demande, alors est-ce qu'il y a des pays ou des régions en particulier, quelles sont les régions ou les pays où il y en a le plus, où cette pratique est encore la plus présente et la plus développée? J'imagine que moins les pays sont avancés, entre guillemets, et plus ces pratiques sont présentes. Il y a beaucoup de choses qui sont très rapidement dénaturées avec la puissance industrielle du tourisme chamanique, des tours opérateurs, etc. Je crois que beaucoup de choses survivent dans beaucoup de pays, de continents, de cultures différentes, y compris chez nous, mais que peut-être une des meilleures boussoles à suivre, c'est de ne pas suivre les autres. C'est de sortir de la carte officielle, c'est de sortir de ce qui est organisé pour les groupes puis les masses quand quelque chose de confidentiel devient une mode, et de retrouver des espaces qui n'ont rien demandé à personne et qui sont, eux et leurs habitants, d'autant plus puissants et riches qu'on les laisse en paix. Ouais. Du coup, ils sont pas faciles à trouver. Et du coup, quand on les connaît, on n'en parle pas trop. Ouais. Donc Anne, quand on s'est ouvert à la spiritualité et qu'on vit en ville ou proche de lieux chargés, comment peut-on se protéger ? Premièrement, retirer ses chaussures et retirer ses chaussettes. Ça peut paraître vraiment les remèdes de grand-mère, mais même quand on n'est pas au bord de la mer, dans l'eau salée qui vous lave, et pas seulement sur le plan physique, qu'on n'a pas l'occasion d'aller proche d'une cascade, dans une rivière d'eau vive, là où elle se rapproche de la rive, de l'argile, un simple chemin de terre, un simple chemin de sable, les sous-bois, la forêt, les feuilles mortes, le humus, les mousses. Si on n'a pas cette chance-là, si on n'a pas un jardin ou un jardinet, il reste des parcs à droite à gauche, il reste des chemins de terre, et tant qu'en dessous il n'y a pas une couche de béton, on est connecté à la terre, mère, notre grande mère, au-delà de toutes nos mamans respectives, l'être vivant le plus grand que vous n'ayez jamais approché. Nous avons tous la même maman. Et cette maman n'a pas fini de nous allaiter. Et pour ça, il y a quelque chose de tout simple et gratuit, et vous n'avez besoin de rien ni personne, que vous soyez un jour parasité et chargé à l'excès, ou qu'au contraire tout aille bien mais que vous vouliez aller plus loin. C'est de retirer ses chaussures, ses chaussettes, et de remettre ses voûtes plantaires sur le plan terre. Et accessoirement, d'enlacer un arbre. Tellement bon. Quel mot prononcé avec le cœur peut nous aider à retrouver la source et nous guérir ? Amour. Tout simplement. Finalement, quand on veut aller voir un chaman, ça demande à faire confiance, en fait. Il faut une grande, grande, grande confiance. Puisque vous parlez de portes qu'il faut bien fermer après une séance, etc. Donc, en fait, est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes tous amenés à être notre propre maître, chaman? Peu importe les mots que l'on mette, et chaman c'est quelque chose d'assez précis. Ce que je veux dire, c'est que pour distinguer et pas être fourre-tout à une époque où ce terme devient très fourre-tout, à la différence par exemple des guérisseurs ou de telle rebouteuse ou telle passeuse d'âme ou tel barreur de feu, on parle d'un don particulier dans ces cas-là, ou d'une corde à son arc. Ce qui est le plus caractéristique de la plupart des chamans que j'ai rencontrés, c'est d'être spécialisé dans la non-spécialisation. C'est-à-dire que c'est pas une corde à son arc, quand bien même il aurait un don qui s'apparenterait à celui d'un magnétiseur ou d'un barreur de feu. Mais quand vous êtes isolé au fin fond de la steppe ou au fin fond de la jungle, et que vous avez 15 personnes qui attendent à la porte du tipi ou de la yourte, vous êtes obligé de faire face à des demandes extrêmement différentes, et si vous n'avez pas la chance d'être près d'un milieu hospitalier, de toutes sortes de corps de métier, etc., il faut bien faire avec et répondre. Donc pour répondre, ça n'est pas moi, je, individu singulier qui répond, c'est nous au pluriel, avec mon entourage et tout un arsenal d'alliés, d'anciens chamans, d'illustres ancêtres, d'animaux de pouvoir, qui viennent en fonction des demandes pour répondre à tel ou tel faisceau de l'urgence, chacun avec sa spécialisation. Cependant, une fois que ce travail d'équipe est fait et que les portes sont refermées,
une des choses qui prévaut, c'est que il n'y a pas de grands thérapeutes, de grands chamans, de grands énergéticiens, de grands guides qui soient plus proches de votre boussole intérieure que vous-même. La première personne à écouter, c'est vous-même. Et ce vous-même s'écrit aussi M''AIME. Et dans cette source de vibration, la réponse du corps, la réponse du cœur, la réponse de l'âme est immédiate et très très claire par rapport à tout ce que le cerveau gauche pourrait chercher à comprendre. Vous êtes votre propre maître. Oui, bonsoir. Ma question, c'était par rapport à votre parcours, parce que vous nous avez parlé de votre enfance, des premiers signes, de votre jeunesse, des premiers écrits, plus récemment la reprise de ces intuitions et de ces demandes pressantes d'écrits, et entre les deux, donc, éditeur, qui vous a beaucoup occupé. Alors, je ne sais pas si vous l'avez dit, ce que vous avez édité. Donc, est-ce que ce sont des livres plutôt tournés autour du spirituel? Bon, je ne sais pas. Principalement des sciences humaines, bien-être et spiritualité. D'accord. Plus d'une centaine de livres chez Mama Édition. Oui. D'accord. Mais pendant toute cette période, justement, est-ce que les intuitions très fortes qui sont revenues plus récemment vous ont quitté, ou au contraire vous avez navigué avec? Enfin, quels sont les jalons en fait de cette grande période dont vous n'avez pas parlé? Pendant cette trentaine d'années de la préparation de la maison d'édition au quart de siècle d'activité qui continue aujourd'hui, toutes ces intuitions, etc., ont été non pas pour ma plume et mon activité d'auteur, comme vous l'avez compris, mais ont énormément nourri mes relations, mes rencontres avec des autrices, avec des personnes que j'ai reconnues comme des sœurs, avec des auteurs que j'ai reconnus comme des frères, avec ce qui a donné un nouveau sens au nom Mama. Mes amis, mes alliés, mes auteurs, mes amis, ce sentiment de recomposer une famille, et que la plupart des gens que l'on rencontrait et qu'on décidait de publier, c'était pas une rencontre, c'était littéralement des formes de retrouvailles, d'une certaine façon. Donc certes, c'était pas personnellement partie de mon parcours, mais si, en fait. Parce que ça m'a permis aussi, à leur côté, de m'aventurer dans des sphères qui étaient les leurs, qu'elles soient sages-femmes, obstétriciennes, qu'ils soient praticiens chamaniques ou méditants, qu'elles soient thérapeutes, et petit à petit de partager aussi des expériences fortes avec ces personnes. Ce qui fait que, pour répondre à votre question, ce quart de siècle, entre guillemets, où la plume a été mise sous silence, ces intuitions, pour moi, ont aussi nourri un parcours et des jalons qui faisaient partie d'une forme d'apprentissage en parallèle de mon activité professionnelle, c'est-à-dire qu'en apparence, j'étais l'éditeur qui, avec Mishka, publiait tous ses livres. Dans le fond, j'étais surtout à la toute petite école dans chacune des sphères de ces autrices et de ces auteurs respectifs qui, eux, avaient 20, 30, 40 ans d'expertise dans des domaines ou suivant des méthodes qui n'étaient pas les méthodes que moi je connaissais et que je pratiquais. Donc ça a été une sorte de multi-université vivante placée sur le signe du cœur, ouais. Je rapporte les dires de Michaud. Tout simplement un grand merci pour votre intervention, une belle synchronicité où j'ai reçu une jolie visite d'une dame du chêne, comme l'arbre, que je n'ai pu revoir avant qu'elle quitte ce monde physique. Voilà. Donc c'est Michaud qui nous transmet ça. D'abord, je vous remercie beaucoup pour cette conférence intéressante, bien sûr. Surtout que de guérisseur de campagne au chaman, bon, moi, je dirais que guérisseur de campagne, je m'intéresse pas mal aux choses, donc j'ai pas mal de réponses sur le sujet. Par contre, chaman, j'en ai beaucoup moins. Et du coup, j'ai bien compris, en fait, le lien que vous faisiez
entre le chaman et les forces de la terre, du tellurique, donc animal, végétal, minéral. Ma question, c'est exactement qu'est-ce que vous pensez des forces cosmiques par rapport au chamanisme? Je remarque que certaines personnes travaillent avec la Lune, certaines personnes travaillent avec des astres qu'ils n'ont pas le droit de nommer, d'autres avec des éléments qu'ils ne nomment pas plus parce que c'est quelque chose de très très puissant et de très très secret dans le chamanisme. Que cependant on a tous dans nos héritages plus ou moins judéo-chrétiens ou de l'Antiquité des choses qui évoquent ces relations ou des fascinations, par exemple à Ra, ou des actes complètement spontanés qui nous ont tous attrapés un jour où, après une journée un peu chargée, on se retrouve à pouvoir s'asseoir devant un coucher de soleil et où on sort de l'ombre et où on est le visage baigné par l'astre solaire et tout d'un coup, et on sent quelque chose qui est peut-être beaucoup plus puissant, subtil et profond. Je ne veux pas dire qu'on est en train de faire du chamanisme avec le soleil, mais qu'il se passe des choses en matière de code, de communication non verbale, de réénergisation, de réharmonisation, de transfert d'informations, d'évacuation de choses qui n'ont plus leur place, et de remplacer ce vide par des énergies fertiles qui vous ensemencent des pieds à la tête sur différents plans. Tout ça, on le fait aussi parfois spontanément. C'est là où certains chamans, justement, parfois, ont une forme d'enseignement qui n'est pas verbal. C'est-à-dire que juste de être à côté d'eux et de les voir, tout d'un coup, jouir de l'instant présent avec une intensité, un silence, une immobilité, mais une profondeur telle, fait que là, on arrête de s'agiter, on désamorce le monologue intérieur, parce que votre corps, lui, sent qu'il est en train de se passer quelque chose de très profond, qu'il n'y aura aucun livre là-dessus, aucune démonstration, aucun costume, aucun apparat, mais que dans la simplicité d'une forme de médecine de lumière gratuite, il s'opère quelque chose de fondamental qui est à la portée de toutes et tous. Bonsoir. Beaucoup de choses ont été dites, passionnantes bien sûr, et chacun a son chemin, ça on le sait tous. Mais en ce moment, je trouvais justement, il y a énormément de voix différentes, beaucoup trop de pubs sur des tas de trucs très courts, enfin bon, bref. Et j'observe qu'il y a des grands... On révise un peu sa leçon au bout d'un certain nombre d'années, et que je trouve que Jésus, le Christ, était le plus grand des chamans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'en pense que je ne suis pas grand monde pour établir une hiérarchie et dire il est le plus grand, mais je comprends. C'est la lumière dont je parle. Ce que vous dites. Parce que la lumière est tout, quoi. Je comprends ce que vous dites, et quand je parlais tout à l'heure de médecine de lumière, oui, justement, oui. Je faisais aussi référence à ça. Quand je parlais de mettre ses pieds dans l'eau et d'être lavé plus qu'au premier degré, je faisais aussi référence à un certain bas de pied que vous avez bien en tête. Oui. Donc voilà, chacun est comme il est, mais effectivement, c'est quand même des expériences très belles quand on peut en avoir. Bon, ben merci. Il y a quelqu'un qui est arrivé sur un âne et pour guérir. Bonsoir. À partir des expériences que vous avez vécues de conscience élargie, enfin, en contactant ce vivant vibrant, j'imagine, je suppose, quelle compréhension vous avez eue des visages de la violence inhérente à la nature humaine? Si vous en avez une compréhension, ou si le chamanisme peut en rendre compte? C'est une question assez... Je vais pas répondre de manière... je vais pas répondre de manière théorique, mais plutôt de manière expérientielle. Quand j'avais 4 ans et demi, mon père nous a mis, ma mère et moi,
à la rue. Ma mère avait littéralement un sac plastique, pas d'argent, et on est monté à Paris depuis la Loire, en sachant pas où on allait habiter, et à se retrouver hébergé dans l'entrée d'un médecin pendant quelques temps. Dans les années qui ont suivi, quand j'ai vu mon père, j'ai été confronté, pour ne pas dire soumis, à des expériences d'une violence, pour reprendre votre terme, qu'elle soit physique, verbale ou pire que tout, énergétique, dont je pensais ne jamais me relever. Enfin, vers 10 ans, ma mère est partie avec un sac de vêtements en me disant qu'elle descendait à la teinturerie et qu'elle revenait dans 15 minutes. Elle n'est jamais revenue, elle a quitté la France. Ce qui, sur le moment, a été des expériences les plus tristes, douloureuses, voire terrifiantes. Je les bénis, mes parents. Je les remercie chaque jour. Pas seulement parce que ce qui ne vous tue pas vous renforce, mais parce qu'il m'a fallu 40 ans pour comprendre que ça faisait partie de mon chemin, que sur un autre plan j'étais d'accord, peut-être même l'avais-je choisi. En tout cas, le fait de surmonter cette apparente charge négative sans jamais baisser les bras et en choisissant de transcender cet obstacle, fait que ce qui se présente comme un mur dans lequel vous allez vous emplafonner devient, grâce à vous, vous n'avez pas le choix de choisir ce qui vous est tombé dessus, mais vous avez toujours la liberté de savoir comment vous allez y réagir, vous permet de reconnecter avec vous, au-delà de la résilience, un pouvoir transformateur qui fait que de cet écueil, vous faites un tremplin, qui fait que d'une expérience traumatisante, vous faites une expérience initiatique, que ce qui était le cauchemar de l'instant présent, vous finissez par apprendre et à vous réjouir et vous frotter immédiatement les mains quand ça vous tombe dessus, que peut-être dans 2 ans, 4 ans, 6 ans, vous le verrez comme un des plus grands facteurs transformateurs de votre existence. C'est quelque chose de clé parce que cela veut dire roulement de tambour. C'est quelque chose de clé parce que cela veut dire que le négatif en soi n'est pas. Il est si vous y croyez. Il est si vous prenez peur. Donc, la seule chose dont il faut avoir peur n'est rien ni personne que la peur elle-même qui va vous faire perdre votre sang-froid, votre lucidité et votre pouvoir transformateur. Si ce pouvoir transformateur, vous l'utilisez, ça veut dire que du plus négatif, vous pouvez finalement faire, vous, le plus positif. Dans cette alchimie qui transcende la dualité, la polarité, la binarité, mal, bien, négatif, positif, vous connectez à beaucoup de choses qui sont comme des poupées russes fractales en gigogne et derrière une porte, il y a une autre porte. Pourquoi ? Parce que si, comme d'autres personnes dans ma famille, je n'avais jamais pardonné ma mère et mon père, aujourd'hui je serais un crouton aigri, rongé par la tristesse ou le jugement. À partir du moment où on pardonne à ceux qui nous ont offensés, on s'aperçoit qu'on se libère d'un poids dont on se faisait la victime, mais que rien n'y était une fatalité. Et dès lors que vous vous libérez et que vous franchissez cette porte du pardon, derrière apparaît un autre portail, qui est celui de la compassion. Autrement dit, très concrètement, votre pire ennemi, non seulement vous lui avez pardonné, mais puisque vous êtes libéré, vous pouvez réfléchir, vous pouvez accéder à la compassion, vous pouvez commencer à comprendre que lui-même était sous l'emprise de l'alcool, que lui-même il n'aurait peut-être pas choisi ça, qu'il n'était pas la meilleure version de lui-même, que les choses étaient compliquées, et vous commencez à vous dire, mais le pauvre, mais en fait quel calvaire ça a été pour lui. Et là, vous retrouvez en vous la force, non pas du jugement et du reproche, mais de l'amour et de la tendresse, pour l'accompagner au jour où, vieillard, il se rapproche de sa toute première jeunesse et vous l'aidez à franchir la dernière porte. Cependant, dans cette inversion des perspectives, où vous devenez en quelque sorte le parent de vos parents pour le grand départ,
vous n'avez plus peur de votre pire ennemi, si vous n'avez plus peur de votre pire ennemi, de quoi pouvez-vous encore avoir peur ? C'est tellement vrai. Allez, la dernière en ligne. Combien de tomes comptes-tu écrire encore ? Est-ce que des souvenirs de l'Amérique latine apparaîtront dans les prochains ? Demande Alexandre. Alors Alexandre, pour compléter cette troisième trilogie, c'est-à-dire après l'aventure mongole et l'aventure amérindienne, la troisième trilogie qui vient de démarrer avec La messagère des arbres, va donc compter les eaux sacrées dont on parlait, puis les fleurs d'étoiles. Donc il y a en tout cas un tome 8 et un tome 9, si je puis dire, le deuxième et le troisième volet de cette nouvelle trilogie, l'aventure stellaire. Et peut-être en viendra un petit ouvrage de phrases clés, de phrases de pouvoir, de même que les 52 paroles chamaniques viennent de l'aventure mongole ou les 42 oracles viennent de l'aventure amérindienne. Peut-être y aura-t-il 33 éclats chamaniques qui viendront de cette aventure stellaire. Donc pour l'instant, je dirais 3 en tout cas, Alexandre. Ok. Bien Tigrane, merci beaucoup. Ça fera une excellente transition pour vous dire que Tigrane est venu avec quelques livres, qu'il pourra les dédicacer pour ceux qui le souhaitent. Et avant de passer à cette dédicace, je vous propose de l'applaudir et de le remercier. Et merci à vous tous. Hey!